Voir qu'on a un document officiel qui est considéré comme le premier document officiel rédigé en français. Je vous montrerai par la suite comment cette implantation du français s'est faite aux dépens, pas des autres langues parlées en France, mais aux dépens du latin. Et je vous montrerai ce qui s'est passé à l'époque de la Révolution, et surtout, à l'époque, avec Jean-Yves, ce que Jean-Yves vous a présenté, on va le retrouver ici, à l'époque de la Troisième République, et plus tard aussi, et comment le français, il y a très peu de temps, est devenu langue nationale en France. Ensuite, je vous présenterai comment le français, à partir du XIe siècle, s'est étendu un petit peu partout dans le monde. Bon, je commence donc. Voilà, j'ai eu peur que ça ne fonctionne pas. Non, non, ça fonctionne. Je commence par le français en France et je commence donc par ce premier document qui est considéré comme un document écrit en français. Bon, écrit en français. Regardez, c'est ce qu'on appelle le serment de Strasbourg, c'est-à-dire le partage de l'Empire carolingien entre les enfants de Charlemagne. Regardez, je vous lis le texte en français. Pour l'amour de Dieu, pour le salut commun du peuple chrétien et le nôtre dorénavant, tant que Dieu me... Regardez le texte en ancien français. Pro Deo amor e pro Christian popolo in nostro comune salvamen dis di endavant. Allez, attendez. Je vous lis ce même texte. Je vous le dis, je vous le lis, je vous le traduis en occitan. Pro Deo amor, per l'amour de Deo, e per le peuple chrétien in nostro comune salvamen. Desde eu e endavant, enquanto Deus sabe et pode me donar, si salvarai mon frère Carlo, e en ajuda, e en cada une cause, si comme... Vous remarquez, c'est de l'occitan, c'est pas du français. Donc voilà, le premier texte officiellement français est beaucoup plus proche du languedocien, beaucoup plus proche de l'occitan que du français. Mais ce n'est pas grave, c'est le premier texte qui ne soit pas écrit en latin. Je vous présente ce texte écrit en langue vulgaire franche, donc en ancien français. Il faut savoir que le même texte existe en version germanique et il est considéré comme le premier texte allemand. Donc voilà, vous avez ici un monument historique. Le français commence, et il commence il a déjà commencé à l'époque mérovingienne, et on a des textes à l'époque mérovingienne qui sont très très bien écrits, mais le premier texte qui soit officiel, c'est celui-là. Assez rapidement, on va avoir une lutte entre le français vernaculaire, si je peux dire, et le latin, qui est la langue de l'enseignement, qui est la langue de tous les textes officiels. La lutte va continuer et s'amplifier à partir du XVe siècle. Voilà déjà un texte de Charles VIII qui va non pas imposer le français, mais qui va commencer à interdire le latin comme langue diplomatique, comme langue de tout ce qui est administration. Outre y est ordonné que les dites et dispositions des témoins qui seront nouis et examinés dorénavant les dites courses et en tout le pays de Languedoc, soit per forme d'enquête ou information prise sommare, seront mises rédigées per escrit
un langage françois au maternel. Langage maternel dans le Languedoc, c'est l'occitan. D'accord? Vous voyez les premiers textes qui imposent le français en France n'imposent pas que le français. Ils permettent aussi que tous les textes officiels soient rédigés dans une autre langue, en particulier dans le Languedoc, en occitan. Ce qui est important, c'est que ces textes interdisent le latin. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc on avance dans le temps. 1510, un autre roi qui écrit, qui veut que les textes soient écrits en vulgaire et langage du pays. Langage du pays, ce n'est pas obligatoirement le français, c'est la langue qui est parlée sur le territoire dans lequel le texte en question porte. Ça peut être l'occitan, par exemple, puisque ici encore, l'ordonnance de 1510 porte sur des textes de la cour de Toulouse. On arrive à une époque beaucoup plus intéressante. C'est l'époque où un roi, qui s'appelle François Ier, va en Provence. Il s'arrête dans un village qui s'appelle Is-sur-Tille. Is-sur-Tille, vous ne connaissez sans doute pas. Moi, je ne l'aurais pas connu, Is-sur-Tille, si un jour, en montant en voiture pendant l'été, je n'avais pas eu une panne de voiture et je me suis arrêté dans un village en Bourgogne qui s'appelle Is-sur-Tille. Oh, fantastique. Minuscule. Minuscule, il y avait un garagiste qui n'a pas pu régler la panne de voiture. Donc ça, c'est un autre problème, pardon. Mais regardez, François Ier qui s'arrête à Is-sur-Tille, qui va en Provence, pas en Toulouse, ce coup-ci, pas dans le Languedoc, mais qui va en Provence, écrit ça. Pour obvier aux abus qui sont ci-devant advenus, au moyen de ce que les juges de notre dit pays de Provence ont fait, les procès criminels du dit pays en latin, ordonnons, afin que les témoins entendent mieux leurs dispositions et les criminels procès faits contre elles, que dorénavant, tous les procès criminels et les enquêtes seront faites en François, ou tout au moins un vulgaire des dit pays. Ce coup-ci, pas le languedocien, ce coup-ci, le provençal. D'accord, languedocien, provençal, on est toujours dans le domaine occitanophone. Mais vous voyez que les textes français officiels n'imposent pas le français. Ils permettent d'autres langues que le français. Alors vous allez me dire, oh, et l'édit de Villers-Cotterêts. Oh, l'édit de Villers-Cotterêts que le président Macron présentait comme le texte qui a imposé le français en France. Regardez. Bon. Non, regardez. Voilà, regardez. L'édit de Villers-Cotterêts, en fait, je devrais parler des édits de Villers-Cotterêts, parce qu'il y a un édit du 10 août 1539. Mais vous allez voir qu'il existe aussi un autre édit du 15 août 1939. Je commence par celui du 10 août. Et pour ceux que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins, voilà l'ennemi. L'ennemi, c'est le latin. Contenu dans les 10 arrêts, nous voulons dorénavant que tout arrêt, ensemble, toute autre procédure, soit de nos cours souveraines ou autres subalternes ou inférieures, soit de registre, enquête, contrat, commission, sentence, testament et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soit prononcé, enregistré, délivré aux parties en langage maternel et non autrement. Langage maternel dans
une zone francophone, c'est le français. Langage maternel dans une zone, par exemple, occitanophone, c'est l'occitan. Pas d'imposition du français dans l'édit de la version 10 août 1539. L'édit de la version 15 août 1539, le voilà. De prononcer, d'expédier tout acte en langage françois, et pour ce que telles choses sont souvent fois devenues sur l'intelligence des mots latins, et je répète, voilà l'ennemi. L'ennemi, ce sont les mots latins contenus esdit s'arrête. Nous voulons que dorénavant, toutes s'arrêtent ensemble, tous les autres procédeurs, soit de nous cours souveraines ou autres subalternes ou inférieurs, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et altres excusas actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés, délivrés aux parties en langage maternel françois. Ambiguïté. Ambiguïté, que signifie langage maternel français? Je m'arrêterai sur français, François, dans un petit moment, pardon. Langage maternel français. Est-ce que ça signifie langue française ou langage maternel qui est parlé sur une partie de la France? Si vous lisez les deux textes, c'est la deuxième version qui passe. Si vous voulez, au XVIe siècle, le français est encore très, très loin d'être une langue commune en France. Le temps passe. Le temps passe et on arrive à la période de la Révolution. Alors vous connaissez... Ah pardon, excusez-moi, avant d'arriver à la période de la Révolution, ce que je vous avais promis. François, français. Alors François, français, est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Sauf qu'à une époque, arrive d'Italie une famille qui s'appelle la famille de Médicis. Cette famille de Médicis va donner 2 reines en France. Catherine et Marie. Geneviève, l'ordre, c'est Catherine en premier. Oui. Donc, Catherine et Marie de Médicis qui ont de sérieux problèmes pour parler français. Donc, excusez-moi, je redis ça dans la version de l'époque, qui ont de sérieux problèmes pour parler français. Donc, elle parle en italien. Et elle parle française. Vous entendez? Française. Et donc, à ce moment-là, les gens de la cour, pour se moquer de la famille Médicis, gentiment, ce n'est pas vraiment le mot, pour se moquer de la famille Médicis, au lieu de parler de français, ils parlent de français. Eh bien, ouais, c'est fait. C'est fait. Avec le temps, le mot français va remplacer le mot français qui est réservé à partir de ce moment-là au prénom. Alors que la langue devient le français. Mais c'est la même chose. Hein. J'arrive à la Révolution. La Révolution devise liberté, égalité, fraternité. Oubliez la fraternité, elle n'a pas beaucoup servi. On va à la liberté et on va à l'égalité. Première version, liberté. Chacun est libre de parler ce qu'il veut. Et la Révolution va traduire tous les textes révolutionnaires dans toutes les langues du pays. Bravo! Va traduire. Signor des gars de la faculté de traduction, si on calcule le prix que toutes les traductions vont coûter, non, vaut peut-être mieux pas. Hein? D'autant plus qu'attendez, ça ne s'arrête pas là. Mais la plupart de ces langues parlées sur le territoire français n'ont pas de tradition écrite. Donc il faudrait, avant de traduire tous les textes, il faudrait aussi
qu'il y ait une normalisation graphique de toutes les langues parlées sur le territoire français. Bah, liberté, on oublie. Deuxième version, égalité. On dit égalité. Mais cet idiome, admis dans les transactions politiques, usité dans plusieurs villes d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, dans une partie du pays de Liège, ou du Luxembourg, de la Suisse et même dans le Canada et sur les bords du Mississippi, par quelle fatalité est-il ignoré d'une très grande partie des Français? Il n'y a qu'environ 15 départements de l'intérieur où la langue française soit exclusivement parlée. Encore y éprouve-t-elle des altérations sensibles, soit dans la prononciation, soit par l'emploi des termes impropres et surannés, surtout vers Sancerre, etc., etc. Vous voyez, le français parlé à Paris, pardon, excusez-moi, je dois vous dire que j'ai une certaine allergie pour Paris, pardon. Que ce soit football, Paris Saint-Germain ou autre, j'ai une certaine allergie à Paris. Donc, ce que je vais dire, peut-être qu'il y a aussi une déformation personnelle. Mais le français parlé à Paris, c'est le seul qui soit valable. J'allais me laisser emporter, pardon. Donc, d'une façon plus polie que celle que j'allais dire tout à l'heure, c'est, rappelez-vous le premier texte. Le premier texte était beaucoup plus occitan que français. Ouais. Et c'est parisien. ont petit à petit déformé ce qui est la langue française. Le normand, le picard, le champenois, toutes ces langues françaises ont été méprisées, sont toujours méprisées au profit du parisien. Regardez, je vais plus loin. Nous n'avons plus de province. Oh, province, pro-wing qui a battu par les armes. Nous n'avons plus de province. Mais nous avons encore 30 patois. Pas des langues, des patois, c'est-à-dire des espèces de jargon parlé par des imbéciles rustiques qui en rappellent les noms. Peut-être n'est-il pas inutile d'en faire l'énumération. Le bas-breton, le normand, le picard, le ruchi ou wallon, le flamand, le flamand comme langue française, pardon, le champenois, le messin, le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le lyonnais, le dauphiné, l'auvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le provençal, le languedocien, le vélayen, le catalan. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent catalan? Non, mal, je continue. Le béarnais, le basque, le rouergat, le gascon, ce dernier seul est parlé sur une surface de 60 lieues. Le gascon, il est ridicule, le gascon. 60 lieues en tous sens. Ouais, le gascon est ridicule, attendez. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand Henri IV était roi de France, la volonté des nobles était de dégasconner la cour. Non, il n'est pas ridicule du tout. Ça, c'est le discours de l'abbé Grégoire. On est en 1794, et en 1794, au mois de juin 1794, on prend une première règle sur l'enseignement public. Les représentants du peuple composant le comité de salut public à l'agent national près des communes de langue. Citoyens, la Convention nationale a senti l'importance d'une loi pour l'enseignement de la langue française. Ah, on y est. On y est. Le français va être imposé partout. Aux citoyens des divers pays où l'on parle des idiomes différents. Le décret du 8 Pluviose ordonne, en conséquence, le prompt établissement d'un instituteur de langue française dans chaque commune de campagne des départements où les habitants sont dans l'habitude de s'exprimer dans une langue étrangère.
le catalan par exemple. Cet instituteur doit chaque jour enseigner la langue française et la déclaration des droits de l'homme à tous les jeunes citoyens des deux sexes. Et chaque décadie, ça méritera une petite explication, faire lecture au peuple, salut et fraternité. Regardez la première personne qui signe, Robespierre. Ça vous dit quelque chose, ce nom-là? On est en pleine terreur. On est en pleine terreur et c'est même un moment très dur de la terreur. Donc, la terreur impose le français sur tout le territoire. Vous avez vu le nom du mois prairial et vous avez vu chaque décadie. On est dans le calendrier révolutionnaire. Les semaines sont des... On ne peut pas parler de semaines. Les décadies sont des groupes de 10 jours et le calendrier a été réformé. Donc, quand vous voyez décadie, traduisez par semaine. Mais semaine de 7 jours, alors que la décadie était une division de 10 jours. Donc, regardez bien ce texte qui date de juin 1794. Je vous mets maintenant la version de novembre 1794. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 5 mois plus tard. Regardez l'article 3. L'enseignement sera fait en langue française. L'idiome du pays, ne pourra être employé que comme un moyen auxiliaire. Imposition du français, oui, mais l'autre idiome, l'autre langue est possible. Qu'est-ce qui s'est passé entre juin 1714 et novembre 1714? Entre juin et novembre, il y a juillet. Et juillet, c'est la chute de Robespierre qui est guillotiné et c'est la fin de la terreur. La fin de la terreur se traduit par un nouveau texte dans lequel le français est privilégié, mais dans lequel les autres langues ne sont pas interdites. Ça va? On avance. Napoléon. Napoléon a d'autres préoccupations. Par exemple, une préoccupation assez récurrente chez Napoléon, c'est faire la guerre. D'accord, chacun a ses passe-temps. Le passe-temps de Napoléon était de faire la guerre. Donc, l'enseignement pour Napoléon n'avait pas forcément... L'enseignement, non militaire, excusez-moi. L'enseignement non militaire chez Napoléon n'avait pas une grande importance. Il redonne l'enseignement à l'Église. Il redonne l'enseignement aux religieux. Ils font ce qu'ils veulent, les religieux. Après tout, pourquoi pas? C'est pas mal un enseignement religieux. Qu'est-ce qu'une religion demande aux enfants? D'obéir. Obéir à Dieu, d'accord. Mais puisque le représentant de Dieu sur terre, c'est le chef de l'État, obéir à Dieu signifie obéir au chef de l'État. C'est pas mal pour Napoléon, ça suffit. Donc, l'enseignement revient à l'Église. On ne s'en occupe plus. Mais après la chute de Napoléon, après la Restauration, arrive ce qu'on va appeler assez rapidement le début de la révolution industrielle. Je passe le temps. Et à ce moment-là, en France, se développent les journaux, se développent des catalogues, les premiers catalogues de produits. Bien sûr, Internet n'existe pas, mais les catalogues sont diffusés et on peut commencer à acheter par correspondance. Journaux, achats par correspondance font en sorte que la langue française va se généraliser partout où elle n'a
pas pu parvenir par ses propres moyens. C'est de façon détournée, si vous voulez, que le français va être généralisé. En même temps, la révolution industrielle fait en sorte que les gens qui parlent français vont pouvoir monter dans l'échelle sociale du pays. Ceux qui ne parlent pas français vont rester dans le bas de l'échelle. Tout à l'heure, je vous parlais du monolinguisme comme illettrisme de demain. Oui, l'illettrisme d'hier, c'était de ne pas parler français. Autrement dit, le français va devenir la langue de la promotion sociale, même si elle n'est pas encore la langue imposée par l'État. À quel moment elle va être langue imposée par l'État? Regardez, cette langue imposée par l'État va arriver en plusieurs étapes. La première étape, un petit peu partout en Europe, se créent des empires. L'Empire prussien, l'Empire britannique et l'Empire français. Chaque État va s'inventer un roman national, un mythe fondateur. Par exemple, l'Empire prussien se base sur ce monsieur-là. Il s'appelle Hermann. Version allemande, il s'appelle Hermann. C'est le chef germain qui a battu les légions de Warum au Teutoburger Wald. À la bataille du Teutoburger Wald, c'est le mythe fondateur des Germains qui résistent à l'envahisseur romain. Les Anglais, les Anglais ont un mythe fondateur qui est une dame, Boadicea. Boadicea qui a réussi à résister à l'envahisseur romain. Elle aussi à l'envahisseur romain. Les Allemands n'existent pas encore. Les Prussiens, les Anglais ont deux mythes fondateurs qui sont basés sur la résistance aux Romains. Les Français, non. Si. Les Français se fabriquent un mythe fondateur avec un chef de guerre, Vercingétorix. Vous connaissez Vercingétorix? C'est un des personnages d'une bande dessinée dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc, Vercingétorix qui a résisté à Jules César, pas n'importe qui, hein? Jules César. Bon, il a été un petit peu tué par la suite. D'accord, mais il a résisté. Et ces Français qui ont le mythe de Vercingétorix, et qui a sa statue dans un petit village aussi de Bourgogne, qui s'appelle Alise-Sainte-Reine, voilà la statue. Oh, une belle tête de Gaulois. Belle tête de Gaulois. Attendez, regardez. Belle tête de Gaulois, on est à l'époque de Napoléon III. Napoléon III. Ah, c'est Napoléon III! Vous voyez, le mythe fondateur est là. On invente un personnage qu'on va chercher dans le Debello Gallico. Personne ne connaissait à l'époque Vercingétorix. On va le rechercher dans le Debello Gallico. On le fabrique à la tête de l'empereur et voilà le mythe de nos ancêtres les Gaulois qui arrive. Bon, bien sûr, ce mythe de nos ancêtres les Gaulois, depuis, il a disparu. Ah non, il n'a pas disparu. Ah, il n'a pas disparu, il est toujours là. Bah, vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les Français, qui sont des Gaulois, ont les qualités des Gaulois. Autrement dit, le courage physique, le courage moral, une certaine idée de la Gaule, pour ne pas dire une certaine idée de la France. Ça rappelle quelqu'un, ça, non? Qui ont, en plus de ça, une certaine idée de la résistance. Mais attends, on est toujours dans le gaullisme, là, non? Ouais. Ben oui. N'oubliez pas que Astérix
est né en 1959, quand le président de la République s'appelait Charles de Gaulle. Eh bien oui, à y être, pourquoi pas. Donc, ce Gaulois a des qualités des Gaulois, mais il a aussi les défauts des Gaulois. Quels sont les défauts des Gaulois? Désorganisés. Pouah. Tout ce qui est organisation, non. D'ailleurs, c'est ce qui a fait en sorte que Vercingétorix a été battu. Superstitions religieuses, ils sont terribles. Ils sont terribles. Par exemple, les Gaulois pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. Superstition religieuse énorme. Oui, superstition religieuse. C'est pas pour rien si la France est passée sous le contrôle de l'Église catholique. Oui, les superstitions religieuses. Ah, non, attendez, vous allez voir. Vous allez voir que ça va continuer. Bon, bien sûr, aujourd'hui, absolument plus personne ne pense que les Français sont des Gaulois, et les Français sont des Gaulois désorganisés, désordonnés, superstitieux. Alors que les Allemands, par exemple, les Allemands qui sont des luthériens, des protestants, eux sont organisés. Ils ne sont pas superstitieux puisqu'ils sont protestants. Non. Donc aujourd'hui, plus personne ne pense ça, plus personne ne dit ça. Hein? On est en août 2018, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, le président Macron était au Danemark. Donc on va écouter une partie de son discours. C'est Apagara, non, je ne veux pas qu'il... Ça pagate. Non, voilà. Ah, mais il n'y a pas de son. Et moi, mon ordinateur, lui, c'est bien Apagate. Bon, donc, excusez-moi, je vais relancer, mais... Alors, en attendant qu'il se rallume, parce qu'il va finir par se rallumer, je vous raconte, le président Macron se retrouve au Danemark et il fait une déclaration. Si, c'est pas te ajudar, mais c'est... Il fait une déclaration dans laquelle il dit que les Danois qui sont en voie de se réallumer, les Danois qui sont des protestants, les Danois qui sont des luthériens, sont des gens très organisés. Alors que les Français qui sont des Gaulois sont des gens réfractaires à toute idée d'innovation. Vous voyez? Ça continue, hein? Oh, merci, gracias. Gracias, pero... Mais, je vais devoir réinstaller... Ce sera vite fait, pardon. Je vais réinstaller le PowerPoint. C'est ce qu'on appelle une trahison de la technique. Voilà. Voilà. Et je descends. Voilà, ici. Écoutez la déclaration de Macron. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Nous avons tous quelque chose en commun, cette part d'Européens qui nous unit. Et je crois ici pouvoir vous dire que ce modèle danois nous inspire beaucoup. Bal,
Donc vous voyez ce que je vous disais. Cette idée du Gaulois opposé aux Germains date de Napoléon III. À partir de ce moment-là, on va avoir une idée des peuples répartis selon des races. Aïe, 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 aïe. Vous verrez la conséquence dans un petit moment. Là-dessus arrive une guerre, qui est la guerre de 1870, qui se termine par un désastre côté français. Napoléon III est battu par les armées du Kaiser, par les armées prussiennes. La Prusse va prendre la tête d'un nouvel État qui va être l'Allemagne, et cet État va enlever à la France deux zones géographiques très importantes, l'Alsace et la Lorraine. Bon, premier ennemi de 1870. Deuxième ennemi de 1870, la Commune de Paris, les socialistes. Et là-dessus bien sûr, commence une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, normalement, devrait être une ère dominée par les monarchistes. Oui, mais les monarchistes ne s'entendent pas. Il y a deux partis monarchistes qui se disputent le pouvoir. Ils sont à peu près équilibrés, mais aucun des deux partis n'arrive à prendre le pouvoir. Il y a un troisième parti, beaucoup plus faible, qui est le Parti républicain. Alors, les monarchistes pensent une grande partie des monarchistes pensent que le futur roi de France, est peut-être un peu vieux, un peu rétrograde. Statistiquement, il a à peu près 7 années de vie possible. Il est tellement vieux que statistiquement, dans les 7 ans qui suivent, il devrait mourir. Bravo! Et donc, les monarchistes confient pendant 7 ans le pouvoir aux républicains. Les républicains ont 7 ans pour changer les choses. Ils vont lutter et contre les monarchistes et contre les socialistes. Comment ils vont faire ça? Ils ne peuvent pas lutter réellement contre les monarchistes. Donc, ils vont lutter contre l'Église et en particulier contre l'éducation qui est laissée à l'Église. Cette éducation va permettre de changer les mentalités. Par exemple, l'Église dit « plus vous serez malheureux sur terre, plus vous serez heureux dans une vie future. » Les républicains vont dire « plus vous travaillerez bien à l'école, plus vous pourrez être heureux dans la suite de votre vie. » Vous voyez, on change les points de vue. L'Église dit « vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu. » L'école va dire « vous êtes des citoyens et vous pouvez fabriquer votre avenir. » Bon, le résultat, c'est une différence très forte dans les mentalités qui va commencer à ce moment-là. Je vous dis, Gaulois désordonnés face aux Germains très organisés. Le Gaulois désordonné est rustique. Il n'aime pas l'école. Le Germain organisé, comme il est organisé, adore l'école. Donc on va expliquer la défaite de 1870 par cette confrontation entre organisés, désorganisés, entre bons élèves et mauvais élèves. Regardez, voilà comment était vue l'armée avant 1870. Former une armée de professeurs agrégés. Mettez en face une armée d'Auvergnats et de Savoyards illettrés, qui ne parlent pas français, pardon.
ordonner l'attaque, et si au bout de 20 minutes, il reste un seul savant debout, nous portons de nos mains la Sorbonne au Panthéon. Ça signifie plus il y aura d'illettrés en France, plus les chances de gagner des guerres seront fortes. Bon, vous avez vu que ça n'a pas fonctionné. 1870, ça n'a pas fonctionné. Vision du germain, vision du prussien, vision de l'allemand. Un historien qui se piquait d'être un homme de progrès et rêvait volontiers du rôle d'un Pline ministre d'un Trajan, s'écria en apprenant l'issue de la bataille de Sadova. Sadova, c'est la bataille que la Prusse a gagnée contre l'Autriche, et c'est la bataille qui a permis en 1866 à la Prusse de s'imposer comme puissance du monde germanique. Voilà une grande victoire pour l'instruction primaire. Si les Allemands gagnent des guerres, c'est parce qu'ils ont une école forte. 1870 jusqu'à 1870, si les Français gagnaient des guerres, c'est que c'est un pays d'illettrés. Mais avec les nouvelles lois militaires, avec les progrès de l'armée, les choses changent. Donc, la Troisième République va unifier les Français qui ne seront plus illettrés, autrement dit, qui vont être obligés de parler français au lieu de parler n'importe quelle langue, par exemple, n'importe quel patois, par exemple un patois occitan, par exemple un patois catalan, des langues qui ne servent absolument à rien. C'était de la provocation. Pardon. Et donc, cet homme-là, Jules Ferry, réorganise l'école. L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique, la lecture et l'écriture, la langue et les éléments de la littérature française. Ce coup-ci, c'est fini. Il n'y a plus d'autre langue possible que la langue française. Organisation de la société, je vais à la fin. Pour les garçons, les exercices militaires et les filles. Pour les filles, les travaux à l'aiguille. La couture, ben oui, c'était aussi une autre vision. Bal. Alors, je vais vous montrer maintenant 2 photos. Voilà la première photo. La première photo qui est de la Catalogne Nord. Allez, regardez, dans une cour d'école, dans un abri d'une cour d'école, on a récupéré le mot qui était écrit sous la Troisième République. Parlez français, soyez propre. Je traduis. Parlez catalan, vous êtes sale. D'accord? Bon, ça, c'est la première. Sur le catalan. Regardez la deuxième. Et voilà. Aux élèves des écoles. Ça, c'est en Bretagne. Aux élèves des écoles, il est défendu de parler breton et de cracher à terre. Ben oui, parce que, bien sûr, les Bretons, comme vous le savez, sont sales. D'accord? Vous voyez où on est passé? En peu de temps, le changement a été monumental. Alors, avec ça, le français, langue officielle en France, oui, ça c'est ce que j'avais terminé là-dessus l'an dernier. Langue officielle en France, oui, mais attention, pas depuis longtemps. Je vous passe toutes les constitutions, les diverses constitutions qu'il y a eu en France. Je m'arrête sur celle de 1958. Et regardez sur celle de 1958, vous avez la France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances. L'emblème national et le drapeau tricolore, l'hymne national et la Marseillaise, la devise. Pas d'indication de langue.
il n'y a pas, en 1958, il n'y a pas de langue officielle en France. Alors, depuis quand il y a une langue officielle? Depuis 1992. C'est pas vieux, hein? Regardez, la modification de la Constitution de 1992 reprend en grande partie les textes de 1958 en rajoutant la langue de la République et le français. Donc vous voyez, beaucoup de temps pour que le français devienne la langue en France. Beaucoup de temps et une accélération à partir de 1870. 1870, le français n'est parlé, véritablement parlé, que par 25% de la population. 1918, c'est-à-dire 40 ans plus tard, le français est pratiquement généralisé. Entre-temps, d'accord, 1910, il y a eu un prix Nobel de littérature pour un auteur occitan, un auteur provençal, qui est Frédéric Mistral. 1910, 1918, la langue occitane est malheureusement très atteinte. Mal. Ça, c'est pour l'intérieur de la France. Et maintenant, à l'extérieur. Cette diapositive, je vous l'avais aussi présentée l'an dernier. Tout commence très tôt. Tout commence très tôt par l'arrivée dans une terre des Vikings. Les Vikings, vous savez, ce sont des hommes du Nord. Alors, comme ils sont des hommes du Nord, la terre qu'on leur donne s'appelle la terre des hommes du Nord, la Normandie. D'accord? Et ces Vikings sont trop peu nombreux et ils s'intègrent linguistiquement à la langue qui est parlée, qui est une langue d'oïl, une langue non occitane, si vous voulez, une langue française, disons, qui est le normand. Querelle de succession en Angleterre. Guillaume le Conquérant, 1066, part en Angleterre. Le roi Harold est tué à la bataille d'Hastings et la noblesse normande prend le contrôle de l'Angleterre. La noblesse va parler français. Le peuple anglais parle ce qu'il peut, pas français. Donc, si vous voulez, on va avoir en Angleterre une élite qui parle français et un peuple qui parle autre chose, qui parle anglais. Ben, l'école en Angleterre, à ce moment-là, va être obligatoirement en français, alors qu'en France, elle est en latin. Le français se développe en Angleterre beaucoup plus vite qu'en France. On continue. 1099, prise de Jérusalem, croisade. Les nobles, les troupes, les soldats européens, en particulier anglais et français, partent en croisade. Et ils transportent leur langue, bien sûr, pendant les croisades. La plus grande partie de ces nobles parlent en français. Le français va se répandre en Palestine, au Liban, en Égypte. Et on peut dire que le français va devenir la langue des chrétiens d'Asie. Bon, j'allais dire jusqu'à maintenant, la situation est devenue très difficile. Vous voyez le français, 1066, Angleterre, 1099, 10e, 11e siècle, le français a une expansion rapide et importante du point de vue territoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus tard, beaucoup plus tard, au XVe, XVIe siècle, les Espagnols, les Portugais partent coloniser l'Amérique. Le pape décide que les territoires qui vont être conquis seront à partir d'une certaine zone espagnole, à partir d'une certaine zone portugaise. Oui, mais le pape est catholique. Les Anglais ne sont pas catholiques. Donc les Anglais disent ce que le pape a décidé, ça ne nous touche pas. Et les Anglais partent faire la conquête de colonies.
comme les Anglais partent faire la conquête des colonies, les Français se disent, puisque les Anglais partent, nous partons. Et les Français vont coloniser d'abord une terre au nord de l'Amérique, qui est le Canada, qui va devenir le Québec. Ces mêmes Français colonisent sur la partie portugaise, colonisent les côtes du Brésil, qui pendant un moment vont devenir françaises. Mais c'est une expédition où les colons français sont en partie catholiques, en partie protestants. Il y a des querelles et les protestants repartent en France. Les catholiques sont trop peu nombreux, les Portugais récupèrent leurs colonies. C'est le début de la colonisation francophone de l'Amérique. Aïe, une époque beaucoup moins glorieuse. Le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire qui consistait à partir en Afrique chercher des esclaves transportés en Amérique et de l'Amérique ramener des épices en Europe. Bon, beaucoup de villes en Europe vont s'enrichir grâce à ce commerce triangulaire. Vous avez entendu parler il y a peu de temps de statues dans la ville de Barcelone qui ont été enlevées de personnes qui avaient participé à cet esclavage. Dans pratiquement tous les pays européens, la même chose a existé. Mais à partir de là, la France va prendre un comptoir au Sénégal. Premier pas en Afrique. Et se maintient en Amérique grâce à ce développement, pardon de dire le mot, je n'en trouve pas d'autre, ce développement du commerce. Criminel, d'accord, mais qui a eu une énorme importance. Et le français s'impose dans les traités. À partir de 1714, il devient la langue des traités internationaux, la langue diplomatique. 1714, on n'est pas encore à la Révolution. Vous vous souvenez, je vous ai dit en France, le français n'est pas parlé. Mais regardez, dans le monde au contraire, il est en plein développement. Vous comprenez, il y a un décalage énorme entre l'expansion du français en France et l'expansion du français internationalement. À tel point, par exemple, que lorsque il va y avoir un traité entre la Prusse et la Russie, un traité dans lequel la France n'intervient absolument pas, ce traité est rédigé en français. Bon. L'épisode colonial continue avec, en particulier, le duc d'Aumale, à partir d'un petit incident diplomatique pas très important, la France s'installe en Algérie, qui devient française jusqu'à 1962. À partir de l'Algérie, la domination de la France va s'étendre un peu partout. Alors regardez, aïe, 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 aïe. Vous reconnaissez Jules Ferry? C'est celui de l'enseignement public de tout à l'heure. Hein? Regardez ça, c'est lui qui dit ça. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète, qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Aïe, 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 aïe. Belle. Je fais le lien avec ce que Jean-Yves vous a présenté tout à l'heure. Hein. La colonisation va être une colonisation dramatique pour le respect des peuples colonisés. Oui, mais voilà ce qui se passe. Voilà le premier empire colonial français, surtout en Amérique. Voilà l'empire colonial français dans toute son extension, dans la plus grande extension.
Afrique, Asie. Asie avec ce qu'on appelle l'Indochine, si vous voulez, grosso modo, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, l'Indochine, enfin la péninsule partagée entre la France et l'Angleterre. Arrêt 1939, tout ce que Jean-Yves vous a expliqué tout à l'heure arrive à ce moment-là, la période de décolonisation, la période de guerre froide, la période où la France essaie de naître, d'être favorable à tout le monde, de n'être ennemi de personne et essaie de créer un groupe tampon entre les participants de la guerre froide, en particulier les Américains et les Russes. Ce groupe tampon, puisqu'il y a eu décolonisation, ça va être un groupe fabriqué à partir des pays qui parlent français, à partir de la francophonie. Bon, ce n'est pas l'équipe de France de football, mais ça pourrait être. Hein. Si vous regardez l'équipe de France de football actuellement, vous allez trouver des personnes originaires de plusieurs pays et de plusieurs continents. Cas particulier, pardon, parenthèse, cas particulier. Une année, il y a eu un match entre l'équipe de France et l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal, tous les joueurs étaient nés en France. Équipe de France, tous les joueurs venaient d'une autre partie du monde. Ben oui. Donc, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui explique aujourd'hui la diversité que vous pouvez trouver, par exemple, dans cette équipe de France. À partir de ces colonies, donc voilà l'Inde, voilà l'Indochine, à partir de ces colonies est né un nouveau concept qui est le concept de francophonie. Donc voilà les pays qui appartiennent à l'organisation de la francophonie. 54 États, 23 observateurs, 3 associés. Une organisation complexe. Voilà si vous additionnez, on arrive à 80 États qui sont d'une façon ou d'une autre partie prenante de la francophonie. Vous allez trouver des choses intéressantes. Regardez, par exemple, vous avez la Belgique. La Belgique qui est un État membre de la francophonie. Oui, mais si vous regardez, vous avez aussi la ville de Bruxelles et la Wallonie qui, indépendamment de la Belgique, est membre de la francophonie. Vous allez trouver de la même façon... Attendez, laissez-moi regarder, il y a autre chose. Voilà, vous allez trouver le Canada. Le Canada dans son ensemble qui est membre de la francophonie. Mais le Nouveau-Brunswick est membre de la francophonie de façon individuelle. Le Québec est membre de la francophonie de façon individuelle. Donc vous avez des pays, vous avez des nations qui peuvent être membres de la francophonie. Voilà. Cette organisation a un développement démographique. Regardez, aujourd'hui, en 2000, pardon, bon, on est plus proche de 2025 que de 2000, d'accord. Disons qu'en 2025, le nombre de francophones se rapproche de 400 millions. En 2050, 25 ans plus tard, ce nombre de francophones arrivera aux alentours de 700 millions de personnes. Mais regardez, le développement ne se fait pas en Europe. L'Europe stagne. La natalité européenne stagne. La natalité américaine stagne. L'Asie, l'Océanie, bah, ça augmente, mais pas énormément. Non, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui va devenir, dans très peu de temps, le centre de l'organisation de la francophonie. Vous allez voir que c'est déjà le cas. Voilà cette organisation-là. Il y a un ensemble de pays, une secrétaire générale de la francophonie qui jusqu'à maintenant était Michel Jean,
qui était une Canadienne d'origine haïtienne. Vous allez voir que ça a changé. Il y a la conférence ministérielle de la francophonie avec en particulier les ministres de l'Éducation. Il y a d'un autre côté le Conseil permanent de la francophonie avec une assemblée parlementaire de la francophonie, des parlements francophones. Et vous allez peut-être être surpris. Dans cette assemblée parlementaire de la francophonie, il y a le Parlement catalan. Le Parlement catalan qui est associé aux travaux de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Bon. La place de la Catalogne, depuis 1986, est prévue. Il y a un texte que vous trouverez dans l'Université de Laval, je ne vous l'ai pas mis, mais il y a un texte qui prévoit administrativement la place de la Catalogne à l'intérieur de la francophonie. Pour ça, il faudrait bien sûr l'accord de la Catalogne, mais plusieurs fois c'était venu sur le tapis, mais il faudrait aussi l'accord de Madrid qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Bon. Chaque 2 ans, il y a une réunion de cette francophonie. Cet été, en octobre, ça a eu lieu en Arménie, à Erevan. La prochaine réunion se fera à Tunis. Et voilà la nouvelle secrétaire générale de la francophonie qui a rang de chef d'État, qui est une Rwandaise, qui s'appelle Mushikiwabo, Louise, pour les intimes, c'est plus facile à dire, pardon, et qui est une des rescapées du génocide qu'il y a eu entre Tutsi et Hutus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque dramatique au Rwanda. Donc voilà grosso modo cette francophonie aujourd'hui. Je vous dis, un développement du français à l'international beaucoup plus important que le développement du français en France même, beaucoup plus rapide, et avec aujourd'hui un basculement presque complet de la francophonie d'Europe vers l'Afrique. Dans très peu de temps, c'est l'Afrique qui va devenir la pièce maîtresse de cette francophonie-là. Bon, des événements sont organisés au niveau de la francophonie, et vous ne le savez peut-être pas, mais en Catalogne, il y a une ville. En Catalogne, il y a une ville qui est très importante pour la francophonie, qui est la ville de Manresa. Chaque année, l'Association des profs de français organise un concert qui, cette année, aura lieu, je crois, le vendredi 15 mars à Manresa, qui est inclus dans le calendrier officiel de la francophonie. Bon, sans parler d'autres actions qui sont faites, bien entendu. Voilà, merci beaucoup.